Allô, allô. Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver ce soir là pour avec le contexte particulier là, qui nous impose un peu ce genre d'organisation. Il y en a même quelqu'un qui est en voiture, je le vois là. Je suis super content de vous retrouver ce soir pour vous présenter la nouvelle ligne F4 2021. Alors, il y a certaines personnes qui vont se joindre à nous et qui parlent anglais. Donc, je vais devoir, par moment, on va devoir switcher un petit peu en anglais par moment pour leur apporter aussi des billes à eux. Mais on va principalement parler en français sur ce live ce soir. Donc voilà, mes remerciements particuliers à tout le monde. Et puis ce soir, il y a Eric Collard du Glisse Attitude qui est parmi nous. Donc il est là-haut, pour moi il est en haut à droite, hein. Merci. Euh, Salut Eric, et merci d'être parmi nous. Avec plaisir. Et en fait, Eric, pourquoi il est avec nous ce soir, c'est que c'est le premier détaillant en France qui a accepté de revendre du F4. En fait, Eric va nous donner un coup de main, va me donner un coup de main pour la présentation de certains foils que personnellement, moi, je connais un peu moins, mais que lui connaît très bien pour les avoir essayés. Merci Eric pour ton coup de main. Du coup, je bascule vite fait en anglais pour nos amis anglophones. Hey guys, I'm very happy to see you tonight in this live. This is first session for me, uh, for us, because Eric is with me tonight to help me to promote and to present this new line 2021 of F4 foils. The main time will be in French of this live, but we can switch sometimes in English to give you a maximum of info. And something very important, if you need special info, don't hesitate to put your question in the chat. You have a link on the live just on the top, the little rectangle. You can find the chat and you can write your question inside. And we're gonna try to reply and to answer to your questions. Okay. Yeah. I ask you guys to please just switch off your microphone, just to don't have any noises in our microphone as well. So that's it for English. And yes, one thing very important for you guys, English spoken guys, we're gonna put this live, this video. We're gonna register this video. We're gonna put some subtitles in English after, so you will be able to watch again this live with those subtitles. And the link will be online on the F4 Foils website or F4 Foil Facebook page, I think. Right. Je rebascule en français du coup. Pourquoi je me retrouve auprès de vous ce soir, c'est que tout simplement que depuis 5 ans maintenant, je travaille avec F4. Alors au début, je travaillais plutôt avec eux plutôt pour la partie Nel Pride, parce que F4 et Nel Pride étaient intimement liés pendant quelques années. Et puis à partir de cette année-là, F4 a décidé de prendre son envol seul et a lancé sa propre ligne de production qui est du coup différente de la production Nel Pride. Et du coup, F4 m'a demandé d'être responsable de la partie team recherche et développement. Donc moi, je m'occupe donc en lien étroit avec Chris, le designer de F4. Je suis en lien étroit entre Chris et puis les coureurs de la team
pour essayer de produire les meilleurs foils possibles. Donc voilà pourquoi je suis là je suis là ce soir auprès de vous pour vous présenter les nouveaux jouets qu'on a reçus là il y a très peu de temps maintenant, là, pour moi la semaine dernière. Donc je suis impatient de vous montrer ça. Alors pourquoi F4 pour moi, selon moi, je suis quelqu'un pour ceux qui me connaissent, hein, je viens de l'olympisme, je suis quelqu'un de très compétiteur, j'ai fait plusieurs fois les Jeux. J'ai eu une médaille d'argent au jeu et je suis quelqu'un de compétiteur. Et pour moi, c'est vraiment une marque qui est très compétitive, justement. Pour moi, c'est un des foils qui sont parmi les plus rapides au monde. Et c'est pour ça que j'ai envie de travailler avec ces gens-là, des gens qui sont très passionnés aussi par le milieu de la voile et de la planche à voile. Donc c'est super intéressant de bosser avec des gens comme ça. L'autre raison aussi pourquoi je travaille avec F4, c'est que je considère que la qualité des finitions, la qualité du carbone, notamment du carbone qui est mis dans les foils, sont de très très bonne qualité, sont vraiment de très très beaux produits en règle générale. Et pourquoi c'est important d'avoir du beau carbone, etc. dans les foils, c'est que ça amène un maximum de raideur sur les appendices. Et qui dit raideur sur les appendices dit stabilité. Et ça, la stabilité, que l'on soit pro ou qu'on soit débutant, c'est quelque chose de super super important. Après, voilà, Eric vous expliquera un peu plus sur la partie peut-être marketing et tarifaire. Ce que va vous proposer F4, mais pour moi c'est quelque chose de super important, tout ce qui est raider pour progresser et aller le plus loin possible dans ses possibilités. Voilà, donc globalement, hein, c'est ce que je voulais vous exposer ce soir, pourquoi j'étais là ce soir auprès de vous. Et particulièrement cette année, c'est une année quand même relativement très importante pour F4. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui cherche vraiment à s'implanter, qui cherche à voler ses propres ailes et surtout de s'implanter sur le territoire européen. Pour ceux qui connaissaient déjà F4 auparavant, vous saviez bien que c'était plutôt une organisation, on va dire, plutôt artisanale et ils avaient plutôt du mal en fait, à produire à grande échelle. Et là, on est vraiment parti en tout cas F4 est vraiment parti sur une production sur une dimension industrielle et une production du coup beaucoup plus importante, notamment via l'Asie. Alors qu'avant, on avait vraiment des foils artisanaux hein, qui étaient faits à San Francisco, en Californie. Et là, on a vraiment toute une équipe autour de la partie contrôle qualité des produits en Chine. Donc, je trouve que c'est top qu'on puisse partir sur cette ampleur-là et qu'enfin ces foils-là soient disponibles assez rapidement sur notre territoire. Voilà. Et l'autre point super important hein, que moi je trouve super important sur la partie F4, c'est qu'on a affaire à une marque qui propose vraiment une gamme complète de foils, à la fois de la partie, à la fois du wind foil, de la wing, du surf foil, du subfoil. Et donc voilà, on a vraiment de tout. Ils proposent de tout. Et parce qu'on a on a vraiment affaire à l'expertise du designer en la matière. Chris, je sais pas pour ceux qui connaissent, c'est quelqu'un qui pratique aussi. Donc il connaît très très bien ses produits. Il prend des infos auprès des coureurs, auprès des coureurs pro, pour justement pour sortir les plus beaux produits possibles. Et le point aussi super important, c'est que ce qu'ils ont cherché à faire cette année sur les nouveaux foils, c'est de faire en sorte que toutes les parties soient intercompatibles. Eric va vous en parler tout de suite, hein, d'ailleurs je vais lui laisser la parole. C'est qu'à partir du mât, il est à côté de lui, je le vois, le mât, et bien en fait on va pouvoir monter n'importe quelle version du foil, que l'on soit débutant ou expert. On va pouvoir interchanger et choisir ses ailes en fonction de son niveau et en fonction des conditions de vent dans lesquelles on navigue. Et ça, moi, je trouve ça vraiment super et très pratique. Du coup, j'en profite pour lancer Eric, qui va vous présenter la partie freeride foil. Eric, du coup, je te laisse la parole.
Ok, merci Julien. Donc bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eric Collard. Moi, je m'occupe du magasin Glisse Attitude. Alors, on a deux magasins à Marseille et à Fosse. Et bon, pour certains, vous me connaissez parce que ça fait quelques années que je trempe dans le monde du foil, parce que je suis passionné, à peu près aussi passionné que Julien là-dessus. Et donc, ça me fait plaisir de vous retrouver justement pour présenter ces nouveaux produits. Alors, pour la petite histoire, F4, moi, ça fait 2-3 ans que j'utilise leur foil comme référence de test. Même si effectivement ils étaient difficiles à vendre en l'état, puisque c'était un produit assez artisanal et compliqué à importer, comme disait Julien. On en a vendu quelques-uns, mais ça restait complexe. Mais malgré tout, la qualité du foil, elle était déjà là. Il m'a beaucoup servi de référence lors des tests des autres pour pouvoir comparer et avoir une référence stable. Donc c'était un peu mon arme de comparaison. Avec le fait que F4 vienne s'implanter en Europe en termes de distribution, ça change beaucoup les choses. Et comme dit Julien, ça change d'autant plus les choses qu'on a affaire maintenant à un produit industriel. Et alors, industriel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir une répétibilité de la production qui est bien meilleure, un niveau de qualité de finition qui est largement supérieur. Alors, c'est vrai que ça peut choquer, hein. Finalement, le produit va être fait en Chine maintenant, et on a une qualité qui est bien meilleure qu'avant. Alors, pour la petite histoire, certains savent, hein, la plupart des foils que j'ai l'occasion d'avoir, je mesure la structure des foils en raider, torsion et flexion, parce qu'on sait que c'est un élément prépondérant de la performance et du plaisir qu'on va prendre dessus. Et là, on a fait des tests, on a fait des mesures sur les derniers prototypes qu'on a reçus qui viennent de Chine. Et aujourd'hui, on est quasiment 30% plus raide que les modèles qui étaient faits de façon artisanale en Californie. Donc, faut juste imaginer qu'effectivement, cette transition, elle va permettre de faire plus de production, donc d'offrir la possibilité de vendre des foils en quantité raisonnable, mais elle permet aussi de monter le niveau de qualité pour que le produit, ce soit un produit vendable. Avant, on avait un produit qui était assez exceptionnel sur le papier, mais qui était compliqué à vendre. Donc là, moi, je vais essentiellement commencer par vous présenter la partie freeride, pour commencer, puis Julien enchaînera sur le slalom. Donc, comme il a expliqué, en faisant cette nouvelle gamme 2021, F4 il propose à la fois des nouveaux produits. Vous verrez que les produits 2021 sont un peu différents des produits qu'il y avait jusqu'à présent, mais il propose aussi une gamme plus large qu'il n'y avait pas jusqu'à présent. Et donc, avant, effectivement, F4 s'est concentré sur le slalom, enfin sur la race, en fait, très clairement. Et aujourd'hui, ils vont adresser l'ensemble du panel du navigateur en foil, et à commencer par le freeride. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le freeride? C'est la navigation. On ne va pas chercher de la performance en termes de vitesse. On va chercher de la maniabilité. On va chercher du plaisir avant d'aller chercher de la vitesse. Et pour ça, alors malheureusement, je ne vais pas vous pouvoir montrer l'aile en l'occurrence parce qu'elle n'est pas encore arrivée, mais on a eu l'occasion d'essayer et puis je vais vous en parler. En fait, la pièce maîtresse de ce foil de freeride, ça va être une aile qui fait 1440. Donc, c'est une aile à large corde, comme on a l'occasion de le voir dans pas mal de marques. Ça veut dire une aile qui est large, qui n'a pas une grosse envergure, mais sa grosse force, c'est qu'elle va se monter sur les mêmes mâts et les mêmes fuselages qu'une partie de la gamme F4. Alors, j'ai déjà le fuselage, donc je peux vous le montrer. Donc ça, c'est un fuselage typiquement qui va servir soit à faire du freeride, soit à faire de la wing, parce qu'en fait, ils vont partager les mêmes fuselages. Donc, et c'est un fuselage, sa connexion, c'est une connexion qui va permettre de le monter sur tous les mâts F4. Donc, ces fuselages vont se monter à la fois sur les mâts qui sont en deep tuttle, comme celui-là, je ne sais pas le faire tomber, et les mâts qui sont en plate, comme celui que vous voyez derrière moi, qui est le mât de wing. Donc, encore une fois, c'est ce qu'expliquait Julien, mais cette compatibilité de tous les éléments entre eux, alors vous voyez, il y a que 2-3 petites exceptions, mais en tout cas, il y a une forte compatibilité. Ça va permettre soit des gens qui avaient un modèle de freeride d'aller vers du slalom et de la race ensuite, soit des gens comme moi qui pratiquons un peu toutes les disciplines en fonction des conditions de vent et de mer. Quand c'est du vent léger, je vais faire de la race et je vais mettre une 9 mètres carrés. Quand je veux me tirer à la bourre avec les potes, je vais prendre des 6 mètres carrés et je prendrai des ailes de slalom. Et quand je veux mettre ma 3 mètres 50 et aller dans la houle pour surfer et pour m'amuser avec les vagues, je vais mettre ce fuselage, l'aile de freeride et toujours sur le même mât. Donc voilà, c'est un peu le concept de cette interopérabilité. Donc c'est un peu le rêve qu'on avait tous depuis quelques années, c'est de pouvoir avoir un seul foil qui fait tout. Juste pour finir sur la partie freeride, alors encore une fois, je ne vous montre pas l'aile tout de suite, je pense que ça sera possible dans 1 ou 2 semaines. Juste, je vais expliquer un peu d'où vient cette fameuse aile de 1440, qui est un peu le cœur de ce programme-là. C'est une aile en fait qui existe depuis quelques temps, qui a été développée, pas par F4, en fait, qui a été développée par
enfin, avec F4, mais avec un autre prestataire. Et c'était une aile qui avait été faite pour un programme de foil électrique, notamment. Et en fait, c'est une aile sur laquelle il y a eu énormément d'études. En fait, il y a eu pas mal d'argent qui a été dépensé sur les études autour de cette aile. Et c'est une aile que F4, enfin que Chris notamment connaît très très bien, parce qu'elle a été analysée un peu sous toutes les coutures. Et sa grosse particularité, c'est un profil et un outline qui permet d'avoir assez peu de variabilité de la portance avec la vitesse. Ça, c'est quelque chose de super intéressant, parce que ça veut dire que quand on va utiliser ce type d'aile qui est relativement volumineuse, on ne va pas se retrouver avec à bloc de pied avant quand on accélère et être obligé de se remettre sur l'arrière quand on ralentit. Donc c'est vraiment ce qu'a voulu développer Chris avec cette aile et qui marche très bien, c'est qu'on l'utilise en wing ou qu'on l'utilise en freeride, en wingfoil, on va avoir des équilibres avant-arrière qui sont relativement constants dans le ride. Et ça, c'est quelque chose de plutôt confortable. Donc, je n'irai pas plus loin j'en dirai pas plus sur cette aile-là, parce que je vous la présenterai un peu plus tard dans quelques semaines. Mais c'était pour présenter un peu cette partie-là. Et je vais lancer Julien sur la partie slalom, où effectivement, on va réutiliser donc, le même mât que je vous ai montré tout à l'heure, le mât M40J au module. Donc, vous verrez, il va vous expliquer, mais ce mât-là, qui est vraiment la pierre angulaire de la gamme F4, c'est un mât qui, pour le freerider, va être un mât hyper facile à utiliser, super stable, la raideur, elle donne juste de la facilité. Donc, on n'a pas à se battre avec. Ça ne fait pas d'effet de départ au loft, ça ne fait pas d'effet de torsion, ça ne fait pas d'effet bizarre sous la planche. Et au passage, je pense que ce sera la première fois qu'on va avoir un mât aussi raide en freeride, parce que jusqu'à présent, les modèles freeride, c'était plutôt soit des modèles en alu, soit des modèles avec des mâts entrée de gamme. Là, pour la première fois, on va avoir un foil de freeride extrêmement raide. En termes de tarifs, avec un mât carbone, il va malgré tout se situer dans les mêmes zones tarifaires que les foils concurrents. De mémoire, alors je n'ai pas le tarif exact en tête, mais de mémoire, le foil de freeride, on va être aux alentours de 1 600 €. Donc, on est au tarif d'un Tarois pour certains, d'un Mach 1 ou d'un Moses. Et pourtant, là, cette fois-ci, on aura un mât M40J et qu'on pourra réutiliser sur le reste de la gamme. Donc voilà, bon, très rapidement, cette partie-là. Julien, je te laisse switcher sur la partie slalom. Ouais, merci Eric. Juste avant que je prenne le pas sur la partie slalom, j'ai juste une question de Mathieu de Lorient qui me demande si toi tu dois savoir mieux que moi parce que en 2020 j'avais pas les foils. Est-ce que c'est justement en termes de compatibilité, est-ce qu'il est possible d'adapter les éléments 2021 au mât 2020? Alors c'est une super bonne question. On a entre 2020 et 2021, on a changé, enfin Chris a changé les assises des ailes sur le fuselage. Donc en fait, on ne peut pas mettre une aile 2021 sur un fuselage 2020. Il fallait le faire à un moment, il l'a fait cette fois-ci. J'espère que maintenant ça ne bougera plus. Mais effectivement, on ne peut pas le faire. Par contre, on peut mettre un fuselage 2021 sur un mât 2020. Donc effectivement, ceux qui ont des foils 2020 et qui veulent upgrader avec des éléments 2021, ils seront obligés de racheter un fuselage. Par contre, ils peuvent garder leur mât. Yes, merci Eric. Question? Je crois pas pour l'instant. J'ai vu que Chris était là aussi, donc s'il y a des questions hyper techniques, j'ai bien vu qu'il était là, donc je vais en profiter pour le solliciter aussi. Alors attendez, tac, je vais mettre vers le bas. Voilà. Alors, du coup, sur la partie slalom, je vais commencer par ça. Alors, c'est assez simple. Pour cette année, en fait, sur la partie PWA, en fait, on va avoir le droit de jauger 3 ailes avant, 2 fuselages, 2 stabs et un seul mât. Donc, le mât, déjà, Eric vous en a parlé. Hein, c'est le M40J qu'il vous a proposé. Il fait 90 cm. 97 cm pardon, de profondeur. Et donc, on a affaire à un mât hyper raide. Et donc, du coup, pour nous, pour la partie slalom, c'est super agréable et super stable à haute vitesse. Donc, ça, c'est vraiment un grand confort. Alors, attendez, je vais enlever mes... Voilà. Donc, sur la partie slalom, on va avoir donc, en tout dans la gamme, il y aura 4 ailes. Donc 4 ailes, donc du coup, on pourra en jauger seulement 3. Donc 4 ailes avant et 2 ailes des 2 stabs. Pardon. Donc les stabs, donc on a un 38
on a un 38 qui est là et un 42. Donc le 38, il fait 190 cm², et le 42, il fait 210 cm². Voilà. Donc en fait, si on regarde un peu plus près, on a en tout cas des formes assez plates. Et ce qui est à noter quand même sur nos foils, en tout cas sur les stabilisateurs cette année, c'est qu'on a réduit considérablement la forme des tips, des oreilles sur les côtés, pour vraiment réduire un maximum la traînée. Ce que j'ai expliqué un peu aux détaillants hier soir, c'est que grosso modo, pour résumer, ce qu'on a trouvé nous, en tout cas, c'est que les ailes avec 100 tips, sans ailes qui remontent comme ça, c'est ce qui glisse le mieux. Par contre, c'est hyper dur de tenir ce genre de stabilisateur plat dans les conditions clapoteuses. Donc du coup, on a trouvé un intermédiaire, et en gardant cette petite courbe là, ça nous permet de garder de l'accroche et de la stabilité dans le clapot et dans de la mer plus formée. Voilà. Sinon, on a comme des profils et des épaisseurs quand même qui sont très très fines. On est vraiment, j'ai pas mesuré celui-ci, mais on est sur quelque chose de très très fin. Et les 38, c'est quasiment les mêmes. Hein. Je veux dire, c'est les mêmes en réduit. Hein. Donc, et sur la partie que je vous montrerai tout à l'heure, course racing, on a la même chose en 48. Donc, vraiment, ce sont deux pièces similaires en design en tout cas. Donc ça, c'est le stabilisateur. Sur les ailes, donc on a quatre ailes, je vous l'ai dit tout à l'heure. On a une 60, une 70, une 80, une 90. La 60 ici, donc elle est un peu particulière par rapport aux autres. Je ne sais pas si vous voyez un peu le dièdre. Elle est un peu en forme de V ici. Donc celle-ci, en fait, elle est très petite. Hein. C'est quasiment aussi grand qu'un des premiers stabilisateurs qu'on voyait sur le marché il y a quelques années. Ça fait 415 cm². Donc c'est vraiment ridicule, hein, c'est tout petit. Ça, on va vraiment l'utiliser pour les conditions de vent très très fort, du genre défi wing pour ceux qui veulent faire en foil, avec des petites voiles, quoi. Donc avec des voiles inférieures à 6 m². La 70 ici, donc la 70, donc on a vraiment une forme différente, mais qui va être la même forme sur la 80 et la 90. Donc là, la 70, on a 560 cm². Okay. Et là, tant que j'y pense, et pour vous montrer quand même, cette année, la grande différence, c'est qu'on est passé ici à 5 trous. Je vais vous montrer un peu plus près. On est passé à 5 trous pour justement améliorer la connexion et la rigidité au niveau des connexions, et pour justement diminuer le flex au niveau du fusage. Donc ça, c'est vraiment une grande innovation cette année, et c'est vraiment un plus vraiment très important. Et pareil, en termes de profil, on a réduit considérablement l'épaisseur des ailes par rapport à ce qu'on avait nous l'année dernière. Ce qui donne vraiment des ailes beaucoup plus glissantes, qui vont beaucoup plus vite. Et on a réduit aussi, parce que pareil, l'année dernière, on avait beaucoup plus de curve, qu'on appelle du curve ici, pareil, sur les oreilles, beaucoup plus d'oreilles. Et ce qui pour nous, enfin moi, on avait clairement l'impression que ça augmentait la traînée. Donc on a réduit ça, on a une aile beaucoup plus plate qu'avant. Et voilà. Donc au final, moi j'ai essayé avant-hier le produit, et c'est vraiment impressionnant. Ça marche super fort. Et ce qui est notable, et ce que j'ai reporté comme feedback directement à Chris avant-hier, c'est que le foil, c'est pas compliqué. Hein. Tu le mets dans la planche. T'as ton angle de rec qui est à 2,5 au niveau de la planche et du fusage. T'as ton angle de stab qui est à 2 degrés. Et quel que soit le stabilisateur que tu mets, quel que soit le fusage que tu vas mettre, ce sera toujours les mêmes angles. Et ça, c'est vraiment une grosse innovation cette année, parce que on sait très bien que c'est hyper dur de trouver cette reproductibilité en termes de production. Et là, franchement, j'étais bluffé de vérifier ça. Et pour le coup, c'est super, parce que on a juste à monter le produit sur la planche, monter le foil. Je suis allé sur l'eau,
sans mesurer quoi que ce soit, sans mettre de calque, rien du tout, et ça marchait, quoi. Donc ça, c'était vraiment bien. Donc la 70, il existe une 80. Donc la 70, on l'utilise du coup dans les conditions un peu moins fortes que tout à l'heure, donc avec des voiles entre 6 et 7 mètres. La 80, on va l'utiliser du coup avec 7 et 8 mètres carrés. Et puis il y a une dernière aile qui existe sur les plus gros gabarits. On s'appelle que celle-ci en 90 cm. Et qu'on va utiliser du coup à partir de 9 mètres carrés. Donc c'est la plus grosse voile en salon. Celle-ci, la 80, elle fait 640 cm², et la 90, elle fait 720 cm². Voilà. Voilà, j'espère que je ne suis pas allé trop vite. Je n'ai pas oublié des choses. Écoute, du coup, je te laisse partir sur la partie wing et surf, et puis je finirai sur la partie course race, Eric, si ça ne te dérange pas. Si tu mets ton micro. Ouais, j'ai remis le micro. Ouais, tout à fait. Merci. Donc, la partie, donc effectivement, à partir de cette année, on a aussi des produits Wing chez F4 qui sont la continuité du reste de la gamme. Donc, je vous ai montré tout à l'heure. En fait, je ne vais pas vous en montrer beaucoup plus parce qu'effectivement, ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le fuselage de Freeride et l'aile de Freeride dont je vous ai parlé sont des éléments qu'on va retrouver sur la Wing. Donc, en fait, là, excusez-moi. La pièce maîtresse de la wing, ça va être simplement un mât un peu particulier, qui est un mât en fait, avec une plate, donc vous voyez, avec une connexion en plaque. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser le mât en total, hein, mais après, c'est une question de planche. On va dire que 90% des planches de wing du marché sont avec des doubles rails US. Donc, en fait, ça nécessite ce type de connexion. Si jamais vous voulez faire de la wing avec le mât de Wingfoil, donc le mât qui a en base Total, ou Deep Total plutôt, bah, il faudra mettre un adaptateur Total to Plate, ça existe, et ça permet de réutiliser le même mât. Pour ceux qui font que de la wing ou qui veulent un mât spécifique de wing, bah, effectivement, ça sera ce modèle-là. La particularité et ce qui nous plaît bien, c'est que par contre, la connexion, donc l'embase du mât, c'est exactement la même sur le wing et sur le wing, donc sur le mât avec la plate et le mât en Deep Total, et donc on va pouvoir utiliser les mêmes fuselages dessus. Donc si on reprend, hop, je reprends mon petit fuselage. Donc voilà, ça c'est typiquement le fuselage que je vais vous montrer tout à l'heure pour faire du freeride. Ben, le même fuselage, on peut faire de la wing avec. Donc en fait, on va en tout cas avoir les mêmes connexions à la fois sur le mât et sur l'aile. Par contre, effectivement, on va avoir plusieurs tailles de fuselage éventuellement. Donc j'ai vu que tout à l'heure, il y avait une question sur les tailles de fuselage. Alors, on va dire que sur la partie freeride et wing, on va avoir des fuselages entre 75 cm et 85 cm. Alors, effectivement, pour le wing, on a tendance à les prendre un peu plus courts. Pour le freeride, on peut les prendre un peu plus longs pour être plus stable. Mais globalement, ça va être dans ces dimensions-là. Et ce que vous a présenté Julien tout à l'heure, donc avec le slalom, là, on va être sur des fuselages un peu plus longs. Donc là, en l'occurrence, au slalom, on a un 100, un 90, un 100, et sur la race qui vous prendra tout à l'heure, des fuselages en 115. Donc on voit qu'il y a une gamme complète de longueur, mais avec la même connexion sur le mât. Alors, je fais juste une aparté parce qu'effectivement, on a parlé d'intercompatibilité intégrale. Il y a quand même une petite spécificité et qu'il faut quand même préciser, et on verra si ça évolue dans le temps. Pour le moment, il y a vraiment deux types d'ailes. Il va y avoir les ailes typées perf, donc pour le slalom et pour la race, qui sont, comme vous l'a présenté Julien, en 5 trous, avec une assise particulière, et toutes les ailes wing et freeride qui, elles, sont en 3 trous. Alors, je ne sais pas si vous le voyez là, sur le fuselage, enfin, je ne vois pas grand-chose, si, hop, avec le reflet, on le voit. Voilà, qui ont une assise différente, alors simplement parce que les ailes ont une géométrie beaucoup plus large, donc c'était compliqué d'avoir un fuselage qui puisse les mettre toutes. Mais donc en freeride et en wing, on va avoir ces accostages-là. Donc ça veut dire qu'effectivement, on est compatible au niveau du mât, mais que quand on va passer de la wing au slalom, il faudra quand même un fuselage différent. Alors c'est à la fois, ça peut paraître choquant, à la fois, de toute façon, en général, on n'utilise pas les mêmes longueurs de fuselage, parce qu'on cherche un peu plus de stabilité quand on fait du wingfoil, et on est tous aujourd'hui avec plusieurs fuselages dans le sac, donc ça ne sera pas un gros frein a priori. Mais voilà, donc pour revenir à la wing, donc on a ce type de connexion et ce type de produit, et on va avoir 3 ailes principalement en wing. Donc on va avoir une grosse aile que vous voyez là. Alors ça, c'est une aile de wing, et c'est vrai que par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché avec des ailes à très large corde, ben, on a l'impression que celle-là, elle ne l'est pas. Et vous avez raison, en fait, c'est une aile qui est relativement allongée.
Donc ça, en fait, c'est l'aile de wing, ce qu'on appelle race. C'est-à-dire que l'objectif de cette aile-là, c'est d'avoir beaucoup de bliss. Alors, vous ne le voyez pas là sur la vidéo, mais le fuselage, le profil est extrêmement fin. Donc, on est beaucoup plus fin que les ailes de wing habituelles avec les grosses ailes à large corde. Donc là, on est vraiment sur une aile qui a pour objectif d'aller vite en wing et d'avoir beaucoup de bliss. Alors, soit dans les vagues pour pouvoir rattraper plus facilement la vague et jouer autour, soit sur du plat, simplement pour prendre de la vitesse et aller s'amuser sur des parcours un peu plus longs. Donc ça, c'est l'aile la plus rapide. Il y aura la fameuse aile dont je vous ai parlé tout à l'heure de Freeride, la 1440, qui est partagée avec le Windfoil Freeride, qui, elle, est une aile plus grosse et plus large, donc qui va aller moins vite, mais qui sera plus tolérante, en fait, et je pense que ça sera l'aile de 80% des utilisateurs de Wing, en tout cas l'aile centrale de l'utilisation du Wing. Et il y aura une troisième aile, alors que j'ai jamais vue encore, donc je suis impatient de la découvrir, qui est une aile de Lightwind, qui fait plus de 2000 cm2 et qui sera pour le coup à large corde et à grande envergure. Et celle-là, je pense qu'elle va permettre normalement de naviguer dans très 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 peu de temps. Donc ça sera la bonne surprise, je pense, des semaines à venir. Voilà pour le wing. Rien de particulier d'autre, mais vous voyez que c'est quelque chose de déjà à la fois très complémentaire au reste de la gamme et à la fois avec pas mal d'éléments partagés. Voilà, donc Julien, je te laisse maintenant parler du race. Avec la partie. Juste une précision, du coup, j'ai oublié de parler de fuselage tout à l'heure pour la partie tout à l'heure, donc je vais en parler maintenant. Je vois en parallèle aussi que Chris, le designer, est en ligne et répond aux questions en anglais. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement à Chris. Hein, il est là et on le voit d'ailleurs, il a mis sa caméra. Hey Chris, you are welcome. Hein? You are welcome, and I see you are answering to the question, so it's good, it's perfect. Yeah, c'est bon. Yeah, c'est bon. Et tu parles français aussi maintenant, donc c'est bien. Oui. mon français pas bon. Peut-être la langue windsurf is common for le monde. Exactement. Thanks, super. Je connais 20 mots de windsurf. Je communiquais tout. Yeah. Merci beaucoup. Well, we're gonna the customer will ask you straight on the chat. Okay. It will be nice also for the English spoken people. It will be nice to have a touch with you like this. Okay, cool. So, donc j'ai oublié de parler tout à l'heure des fuselages de Slalom. Donc en fait, on en a deux. Moi, j'en ai deux pour le moment. Donc il y a un 90 à 90 cm et un 100. Voilà. Donc c'est à peu près. Donc avec les mêmes systèmes de fuselage et je crois qu'il y a un 110 aussi qui est prévu dans la production. Je vais demander à Chris directement, ça sera en live. Chris, could you confirm that we're gonna have as well 110 fuselage for Slalom? Or Yeah. So we registered some 110 for PWA, two different versions. Yes. So one thing, when we say the length, it's always the wing spacing. So we measure from the leading edge to the trailing edge of the leading edge of the front wing to the trailing edge of the rear wing, and that's the fuselage length. And then for PWA we registered a 110, and so we'll make some samples and test the 110. Okay. So thanks. So ce que disait Chris à l'instant, c'est qu'effectivement, ce qu'on mesure vraiment, c'est la longueur que l'on a du bord d'attaque de l'aile avant au bord de fuite de l'aile arrière. Et là, c'est vraiment ce qu'on appelle la longueur totale du fuselage. Voilà. On ne parle pas justement de la partie, juste de la partie aluminium qui est ici. On parle vraiment de l'extrémité des ailes. Voilà. Donc, voilà. Pardon. Du coup, pour la partie co-stressing maintenant, donc du coup, on part toujours de la même base du mât, M40J, et là, on va avoir deux ailes avant et deux ailes arrière, et deux fuselages différents également.
Donc, la partie fuselage, comme ça, je vais pas l'oublier, je vais commencer par là. Là, on va faire à. Bon, pareil, hein, ce sont des fuselages en alu. Des fuselages en alu qui permettent, encore une fois, pourquoi ils sont en alu, hein, on pense qu'effectivement, on a une meilleure visibilité aussi avec l'alu. C'est quelque chose qui, enfin, voilà, c'est un matériau qui se déforme pas et dans la durée, c'est quelque chose qui dure. Donc, voilà, on a trouvé que c'était assez facile à produire et c'était tout à fait efficace. Donc, on a 215. Alors, on est passé du coup aux années précédentes à des longueurs on avait 120 de fuselage et là, on a réduit de 5 cm, on a passé à 115 cm. Et la différence, on a 215 différents, c'est-à-dire qu'on a un 115 normal et un 115 plus. Voilà, ici, si vous regardez un peu les différences, vous voyez qu'ici, il y a une différence entre d'avancement de l'aile avant. Donc le 115 plus, on va l'utiliser plutôt pour les conditions de light wind, de vent faible, avec l'aile que je vais vous présenter tout à l'heure, l'aile de petit temps, la 1000. Et ce fuselage-là, le 90, le 115 normal, on va l'utiliser plutôt pour les conditions de vent plus fort. Voilà. Alors, du coup, au niveau des ailes, je vais vous présenter ça. Hop. Donc, du coup, au niveau des ailes, je ne me trompe pas. Donc, on a une 850. Alors, celle-là, on a une 850. Celle-ci, en fait, c'est l'aile, on va dire, qu'on utilise avec. Donc, c'est vraiment pour la course racing, hein, pour faire la course, pour faire de l'upwind, downwind, de la remontée au vent et la descente. Et donc, c'est une 850 cm², 90 cm d'envergure. Et si vous regardez bien, pareil, hein, la forme de l'aile, on a vraiment une forme d'aile de mouette. Donc, contrairement à l'aile de slalom qui finit ici un petit peu en incurvé, ici, ça revient sur du plat, en fait. Et cette forme-là, elle est importante parce que on considère avec Chris que c'est ce qui permet aussi de passer les mols et c'est ce qui permet de voler plus longtemps dans les mols de vent. Voilà. Donc ça, c'est la 850. L'aile plutôt de brise, on va dire. Et ça, c'est l'aile de petit temps. Donc, on va utiliser avec les grosses voiles, hein, avec 10 mètres carrés, 9 mètres carrés. Voilà. Donc, et en fait, on l'appelle la 1000. Alors, c'est pas une 1000 cm². 1000, c'est parce qu'elle fait 1 mètre, d'envergure. Je n'arrive même pas à la mettre dans l'écran. Et en réalité, alors je me souviens plus exactement de la surface de l'ancienne aile, mais on a considérablement réduit. Et en fait, cette aile-là, elle fait 920 cm². Voilà. Contrairement à ce qui est écrit sur le site, je crois, qui est marqué à 945. Là, on a en fait produit des ailes de 920 cm². Voilà. Donc j'ai hâte de tester ça en course prochainement, peut-être cet été s'il y a des courses. Donc voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Les stabilisateurs. Tac. Donc les stabs, pareil, il y a 2 stabilisateurs. On a un 48 cm ici en envergure et en surface, on est à 230 cm². Donc pareil, hein, très très fin, high aspect, donc vraiment très très fin aussi en corde, une corde très très fine. Et donc le 42 que j'ai déjà présenté tout à l'heure, qui sert aussi pour le slalom et qui va servir aussi pour les conditions de vent un peu plus fortes avec la 850. Du coup. Voilà. Je crois que j'en ai fini pour la partie course. Julien, je reprends la parole 2 minutes. Ouais. Tu parlais des stabs. Alors, je voulais juste préciser quelque chose qui est intéressant pour ceux qui ont connu les produits 2020 et avant. Alors, ça se voit pas trop sur la vidéo, mais quand on était sur les produits précédents, on avait le stab qui avait juste un profil et on venait utiliser une entretoise en plastique entre le fuselage qui avait une assise plate et le stab qui avait un profil, on va dire, d'aile. Et ces pièces en plastique étaient assez fragiles et on avait été obligé de faire produire des pièces avec différents angles pour pouvoir régler l'angle du stab. Donc, on a tous ceux qui ont eu des foils des générations précédentes avaient effectivement un jeu de cales dont chacune a une forme assez complexe. Alors là, je ne sais pas si Julien, tu peux le montrer à la caméra avec les stabs de cette année.
En fait, maintenant, le stab, enfin la forme, en fait, cette assise, en fait, elle est intégrée au stab. Et vous voyez on le voit bien sur la photo. En fait, maintenant, c'est plus qu'un seul morceau de résine, de fibre, et on n'a plus cette pièce à rajouter pour monter le foil. Et finalement, le réglage de stab, quand on devrait le faire, alors déjà, Julien a expliqué que même sans régler, déjà, out of the box, ça fonctionne déjà de façon très efficace. Et quand on va régler ça, on aura des cales beaucoup plus simples qui seront juste en fait à un coin, enfin, on va dire. Alors elles sont en cours de production en ce moment, mais ça va permettre de faire des réglages et d'avoir un système qui sera beaucoup plus durable et moins fragile que ce qu'on avait jusqu'à présent. Voilà, c'était juste une petite aparté, Julien, concernant les stabs. Ouais, merci. Juste un truc aussi que j'ai pas forcément parlé tout à l'heure, et moi je trouve que c'est important pour les clients, c'est qu'en fait les points sont vendus en délit maintenant, contrairement à avant où on trouvait les points dans les cartons. Là on fait un carton toujours, mais dans le carton il y a une grande housse comme ça. Et si je m'approche un petit peu, je trouve que c'est vraiment sympa. Les housses sont vraiment cool. Je vais vous montrer un petit peu, je vais vous ouvrir ça. Ça nous permet de mettre quand même pas mal de matériel à l'intérieur, pas mal de foil. Alors, si je regarde un peu dedans, tac. Donc en fait, on a toutes les parties. Ici, on peut mettre trois fuselages ici sur la partie là. On a des poches sur les côtés pour mettre des ailes ici. On peut ranger. Enfin voilà, on a pas mal de pockets. Tac ici, voilà. Pas mal de poches pour ranger les mâts. Enfin, c'est quand même, voilà, c'est quand même autre chose qu'un carton, parce que moi, je sais que j'ai quand même pas mal galéré à voyager avec les foils, puis comme on sait très bien qu'il faut faire vraiment attention aux foils, à la manutention et tout. Et voilà, c'est quand même pas désagréable de recevoir, enfin, voilà, des foils de cette qualité-là et qui soient protégés. Pour moi, c'est quelque chose de super important. Et voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer quand même ces derniers produits qui me paraissaient quand même assez nécessaires pour cette gamme de produits-là. Julien, je te reprends la parole 2 minutes si ça t'ennuie pas. Je voulais parler un peu de ce qui va se passer pour un navigateur plus lambda que Julien. Alors, que Julien, il veut présenter une gamme qui est plutôt vaste entre le race, le slalom, etc. Avec, de mémoire, 6 ailes, 3 ou 4 fuselages, etc. Donc, moi, ça me paraît important quand même de mentionner qu'effectivement, on n'a pas besoin de tout ça pour naviguer malgré tout. Et que le pratiquant plus standard, comme je peux l'être, comme je pense que vous l'êtes un certain nombre. Alors, je suis sûr que dans le lot, tous ceux qui jouent, il y a des compétiteurs aussi, mais pas tout le monde. Évidemment, on ne va pas avoir besoin de tout ça. Mais par contre, cette diversité va nous permettre, en fait, de pratiquer dans différentes conditions de vent, en tout cas avec du confort. Et si je prends l'exemple, parce que moi, j'ai commencé à tester tous les produits qu'on vous a présentés, il y a de fortes chances que pour ma pratique personnelle, j'utilise 3 ailes différentes et probablement 3 fuselages et pas les 8 ailes et les 6 fuselages. En fait, clairement, c'est ce que j'ai testé, je vais utiliser le 115 Plus avec la grosse aile de 1000, enfin qui ne fait pas 1000 en fait. Mais moi, je l'ai utilisé. Ma plus grosse voile, c'est 9 mètres carrés que je n'utilise pas pour faire la course, contrairement à Julien. Donc moi, je vais vraiment utiliser ça dans du vent très léger et je ne vais pas exploiter forcément, et je ne sais pas ce que je cherche, le côté ultra performant au près pour remonter au vent, même si je le fais quand même, mais certainement pas avec le même besoin que Julien. Mais je vais utiliser ça parce que ça va me permettre de voler et de rester en l'air à 6-7 nœuds de vent en étant confort, c'est-à-dire sans être avec le pied arrière fuyant ou je ne sais. Donc on est vraiment confiant et confort dans ces conditions-là avec ce setup. Je ne vais pas forcément utiliser l'autre fuselage de 115 parce que j'en ai pas besoin. Et probablement pas la deuxième aile de race non plus, parce que quand le vent monte avec ce setup-là, si je veux rester avec ma grosse voile, je vais simplement mettre une cale sous le stab pour pouvoir continuer à l'utiliser dans un peu plus de vent. Alors, ça sera peut-être un peu moins efficace en termes de vitesse, mais moi, ça me permet de voler et c'est ça qui est important. Et à partir du moment où le vent va vraiment monter, je vais tout de suite passer sur une aile de slalom. Alors, je verrai laquelle, mais certainement la 700, avec un fuselage de 100. Et ça, c'est un setup qui va me permettre de naviguer on va dire 12-13 nœuds jusqu'à quasiment 20-25 nœuds. Et pareil, je vais certainement utiliser des réglages de stab
pour pouvoir étendre ma plage d'utilisation sur ce matériel-là. Et c'est le setup que je vais utiliser finalement pour toutes les navigations avec les potes où on va faire essentiellement du travers à se tirer la bourre, tant que le plan d'eau est praticable, on va dire. Et mon troisième setup, ça va être ce que je vous ai présenté tout à l'heure, donc le foil de freeride, avec la grosse aile de 1440 et un fuselage qui fait aux alentours de 85 cm. Et je vais utiliser ça sur une planche que j'ai, qui est une petite JP de foil, la 115. Et ça, je l'utilise avec des toutes petites voiles entre 3 mètres carrés et 4 mètres carrés pour aller dans les vagues et pour aller surfer. Donc là, je profite en fait de la grosse portance de l'aile pour pouvoir surfer sans forcément avoir beaucoup de puissance dans la voile. Donc finalement, avec ces 3 ailes et ces 3 fuselages, je couvre une plage d'utilisation de quasiment 6 nœuds de vent jusqu'à 35 nœuds et avec des pratiques qui sont hyper variées. Donc c'est vraiment ça la force du truc. Et effectivement, même s'il y a beaucoup plus de produits chez F4, j'ai pas besoin de tout ça. Et avec ces 3 produits, je vais déjà quasiment faire 100% de mes navigations. Voilà, c'était pas ma petite aparté. Je laisse Julien continuer. Ouais, ben, je me permets de continuer parce que je vois qu'il y a Philippe Edwards pose la question il voulait voir en fait la connexion avec le fuselage. Donc Philippe, I just show you the connection on between the stab and the fuselage. So actually the system is super simple. Huh? We have only 2 holes like this, 2 holes on the stab on the fuselage, sorry, and as said. Eric, we have this plate, plate included in the stab. You just have to. The finition is super good. Like, just have to put like this. I don't know if you can see like this. Like, okay. Chris, if you want to say something, don't hesitate. Huh? Yeah. So before we made this piece out of printed plastic and we would make it separate, but now with different profiles with different wings, it's we find ourselves in a shim hell. So you can't, there's too many wings and too many types of shims. So now we standardize all wings with the same mounting, and we'll send shims. We were making the shims now. We'll make those available for everybody, and but it's a very the adjustment is it's only 0.6 millimeters for each half degree, and we set all the wings for 2 degrees, and so we have only problem for us is the shims are very thin, so we want to make sure that we're within the in the range. So I think with bigger wings on the fuselages that are more forward, you have a little less angle. And then maybe you have a little more angle for the wings that are a little smaller and further back. So we'll send shim packs for these, and it's small thin wedges. They'll be very thin, and you'll be able to make very fine adjustments with that. Thanks, Chris. Yeah, but out of the box, they should be pretty close. Thanks. I'll just show quickly. Yeah. It's super easy. Just 2 wings, just 2 screws, and that's it. Super simple. It's nice. Good job. I see one question as well, Chris. If you want to check. Okay. With one question before entering in the water in a competition situation, we need to clean the foil with a notebook, screen cleaner, spray to remove all the grease that can lead to the cavitation. I heard this from the proprietor. You want to answer about this, Chris? Yeah. It's always better to be completely clean. You can even sand the foil with like 2000 grit. Of course, the kiters, the kite racers, they're fanatic about this. Don't touch the foil. Don't do this. It's the same, especially as we are going faster and faster on windsurf. And so, yeah, I mean, you can clean with alcohol, before going into the water, or sand with 2000. Keep the foil clean. You don't want salt crystals to build up on the wings. Of course, this will always improve performance. So I
I always make sure that the foil is clean before I go in the water. You know, and yeah, and if you have Tef gel on the wing or something, this can affect performance. Thanks, Chris. I was just thinking about one thing. We didn't spoke too much. I don't know if Eric you spoke about the cap on the mast. This little plastic cap. Si tu veux, ouais, je vais en parler. En plus, je l'ai là, ça me permet de le montrer. En fait, alors effectivement, c'est une des différences par rapport entre les modèles 2020 et les modèles 2021. On a désormais, on a la jonction en fait entre le mât et le fuselage fait appel à une entretoise en fait, on va dire en plastique. Alors là, vous la verrez pas hein, sur la vidéo parce que c'est très bien déguisé. Mais donc, on va dire que cette partie-là, en fait, c'est comme si elle était surmoulée avec une pièce en plastique. Alors en fait, qui est amovible, hein. Mais ça permet en fait d'avoir une interface entre le plastique, entre l'aluminium du fuselage et le carbone du mât. Ça limite l'apparition de corrosion, puisqu'on a moins d'effet d'électrolyse en fait entre les deux, sachant que le carbone est conducteur. Et surtout, ça permet d'avoir un ajustement quand on enfile le fuselage sur le mât, c'est quasi parfait. Et c'est vraiment une vraie évolution sur les produits 2020. L'année dernière et les années précédentes, on pouvait avoir 3 fuselages différents. Il n'y en avait pas un, les 3 s'enfilaient de façon différente. Il y en a un, il fallait forcer, l'autre, ça y allait tout seul, et le troisième, il y avait un peu de jeu. Et c'est vrai qu'on avait un contrôle dimensionnel de cette pièce-là qui était pas forcément idéale. On restait sur l'artisanat malgré tout. Et là, avec ce système d'entretoise et de production industrielle, alors là, moi, j'ai fait le test avec 4 fuselages différents et 2 mâts différents. À chaque fois, on l'enfile, c'est parfait, l'injonction. L'effort qu'on a à fournir pour l'enfiler, c'est toujours le même. Il rentre un peu en force, hein, c'est ce qu'on avait demandé hein, pour que la jonction elle soit ultra précise. Mais il n'y a pas besoin de se mettre à 4 dessus. Ça s'enlève assez facilement aussi. Et surtout, c'est constant sur tous les fuselages et tous les mâts. Donc en termes de qualité perçue et puis de praticité, il n'y a pas photo. Et je pense qu'effectivement, du coup, on aura moins de risques d'abîmer, d'avoir des petites écharpes de carbone qui s'en aillent, etc. Voilà. Là. Ouais, c'est clairement plus propre. Hein. Moi, j'ai été quand même cette semaine. Et c'est clairement plus propre. On n'a pas cette matière blanche, enfin espèce de corrosion un petit peu là liée au sel. Là, clairement, on l'a pas. Hein. Moi, j'ai navigué plusieurs fois avec cette semaine. C'est propre. C'est propre, ça bouge pas. Quoi. Donc, ouais, c'est pas plutôt intéressant aussi. Effectivement, c'est bien calé. Le boîtier, le boîtier dans le fuselage, le mât est bien calé dans le boîtier. Non, c'est vraiment intéressant. Some question. Et les Français, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Il y a beaucoup de questions en anglais, mais n'hésitez pas à poser des questions en français aussi. Oui. The question en anglais, the angle between the fuselage and the board hull. Yeah, this is a very important one. So you can, I think we find we set at 2 degrees, maybe between 2 and 3 degrees is optimal. But you notice if you don't have this angle, when you touch down with the nose of your board, it sticks and it can be very terrible. So immediately you'll notice right away the board will stick and you'll wipe out. So you have to have it maybe at least 2 degrees. The other thing is that optically, your brain wants you to fly at level flight, and if your nose is down, you naturally put more weight on your rear foot. So you set up the balance differently if the board isn't optically, flying at the right angle, and likewise, if it's too high, it makes you tend to kind of put more pressure on your front foot. So there's 2 tuning items you want to try to adjust. You want to get the optimal board angle and wing settings that keep you balanced at this upwind speed and downwind speed that you're going. And the foil itself has an optimal angle that it will for going through the water, and the board will have an optimal angle that allows you to
to navigate the fastest speed. And we find it's between 2 and 3 degrees. And there's we have some spacers that we'll make available. I don't know, maybe through 3D printing service, but you can put in the top of the Tuttle, and maybe Eric already talked about this. There's a little flat spot in there, and it fits this little shim, so you can adjust the whole rake of the system. Yeah, like something like this. Yeah, something like this. Je vais le refaire en français pour ceux qui n'ont pas forcément suivi Chris. Donc effectivement, il explique que l'angle optimum entre la board et le fuselage est entre 2 et 3 degrés. Donc c'est ce que souvent on appelle l'angle de rake en fait. Donc c'est cet angle qui fait que le nez du flotteur est légèrement relevé par rapport à l'horizontale. Et comme l'a expliqué Chris, en fait c'est un angle qui est très important parce que ça évite que quand on vient toucher sur des touchettes, on ait la planche qui colle à l'eau. Et on sait comme c'est inconfortable quand ça se passe. Donc effectivement, on a besoin de cet angle de l'ordre de 3 degrés. Donc effectivement, Chris expliquait que pour régler ça, on va travailler avec des petites cales en fait qu'on va mettre sur la vis avant du foil. Donc en fait, vous avez votre mât qui est comme ça, donc dans le boîtier. Et en fait, cette petite cale, elle va venir entre le fond de boîtier et le mât. Alors vous voyez que c'est une petite cale qui est percée avec un trou, donc en fait il y a la vis de jonction qui passe à travers, et c'est en fonction de l'épaisseur qu'on va mettre de cale, effectivement on va changer l'angle du foil. Donc en fait, bon, je vous montre un exemple, mais c'est qu'un exemple, effectivement on aura peut-être à l'occasion plus tard des modèles F4, mais là c'est un exemple en fait de boîte où on a effectivement des cales entre 1 mm, donc les petites qui sont 1 mm, jusqu'à 8 mm, et donc avec un jeu de cales comme ça, on va pouvoir, en faisant des essais, trouver quel cale il faut mettre pour avoir cet angle entre 2 degrés ou 3 degrés. Voilà, c'est un outil ultra pratique, et pour tous les foils qui n'ont pas de platine, c'est-à-dire que là on est comme vous voyez, on est sur des foils en fait sur lesquels le mât du Tuttle rentre dans le boîtier sans aucun système de platine. C'est nécessaire parce que sinon le mât peut bouger, et effectivement on a un angle de rake qui est pas constant. Donc effectivement, en utilisant ce type de cale, on est sûr que d'une journée à l'autre ou d'une navigation à l'autre, on va avoir à peu près le même setup. Et on pourra le contrôler. Alors j'avais fait un post dans mon blog à l'époque pour expliquer comment on faisait. On utilise souvent en fait avec les téléphones portables des applications de niveau électronique qui permettent en fait, en mettant le niveau sur la carène, en faisant un 0 avec le niveau sur la carène, ensuite en le mettant sur le fuselage, d'avoir l'angle exact de donc voilà, donc ça c'est des petits outils qui sont super intéressants pour pouvoir naviguer sans coller à l'eau. Ouais, merci Eric. Juste un point par rapport à une précision pour régler le rec également. Ce qui existe aussi comme possibilité, c'est d'autres cales que l'on peut mettre aussi à l'intérieur du fuselage. Donc, vous avez le fuselage ici, vous avez votre mât qui va se mettre dans le fuselage, et à l'inverse, on peut aussi régler le rec à l'intérieur, mais c'est-à-dire mettre une petite cale plus d'un côté que de l'autre, quoi. Donc moi je mets ça en fait, je mets plus les cales que présentait Eric. En fait je suis beaucoup plus précis. Alors je les ai pas là les cales, hein, je suis désolé, là il y a rien au fond. C'est juste pour vous montrer que les cales moi je les mets plus d'un côté que de l'autre. Voilà. Donc et du coup le mât il va s'incliner plus d'un côté si je suis calé plus sur l'avant par exemple. Voilà. Maybe in English as well. If you guys want to change the rake, you have these possibilities as well to put some shims inside the fuselage, the little shims to adjust the rake. You can play with the fuselage. And you have the same trim inside the box, the board of the box, the board box, and you just adjust inside the fuselage. Yeah, this is more, I think, accurate. This position is more accurate, I think. So yes, you can do that. You can do that. I would just say, make sure you have good range, good connection, good tight connection. Don't put too much in there. No, for sure. It's super thing. I think it's enough to get something. Yeah. I mean, sometimes you'll find that a very small difference makes a huge
difference in stability. Sometimes, yeah, just you hear all the time. So I just tried, it wasn't working, and then I tried one washer under the rear wing, and that's made every difference. So Yes. I think the PWA guys are looking at this in terms of like a tenth of a degree, you know, trying to optimize everything. So you have a lot of possibilities with this system. Chris, we have one question. One guy asked if the shims are included in the package or not. Yeah, we will. We will. I mean, presently we're waiting for the mold for the mass production, and we'll make them available through 3D printing for now. But the sets will come full complete with shims is the plan currently. But we don't have mass production set up on the shim yet, so we're just working on that. Ok, donc Victor, hein, je sais pas si tu as compris, hein, donc ils vont effectivement fournir des cales. Pour le moment, elles sont pas prêtes, mais c'est le plan. Hein. Ils veulent effectivement fournir des cales de rec sur la production. Alors Julien, on a une question de Roland qui demande quel matériel pour naviguer de 8 à 25 nœuds. Donc j'ai plus ou moins parlé tout à l'heure. Ça va clairement dépendre du niveau de performance que vous allez chercher. Donc on va avoir des stratégies comme celle des coureurs TWA ou de Julien qui vont effectivement utiliser l'ensemble de la gamme d'ailes qu'on nous a présenté tout à l'heure. Hein. Je rappelle, il y a 2 ailes de race qui permettent de faire du up and down dans du médium et du vent léger. Et il y a 4 ailes de slalom qui vont permettre, alors je crois qu'ils ont le droit d'en valider 3 en TWA, qui vont permettre d'adresser toutes ces différentes parties. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, l'option coureur. Pour des gens moins bons comme moi, et comme je pense un certain nombre d'entre nous qui assistons à cette vidéo, de 8 à 25 nœuds, comme c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Moi, je vais utiliser le grand fuselage et l'aile de Lille pour naviguer de 6 à 12 nœuds. Je vais utiliser le fuselage de 100 et l'aile simplement de 720 pour naviguer de 10 à 25 nœuds. Et si je veux naviguer dans les vagues plus tard avec du vent plus soutenu, j'utiliserai l'aile de freeride et le tout petit fuselage pour aller jouer dans les vagues. Voilà. Donc en fait, avec 3 ailes et 3 fuselages, je fais l'ensemble de la plage et tous les types de navigation. Et voilà, pour répondre à cette question-là. Ouais, Roland, il dit que c'est aussi manqué. Et alors attends, l'autre question, c'est optique tirage de bourre entre copains. C'est ça, exactement. C'est le but, hein. On est bien d'accord. On est bien d'accord, mais c'est clair, c'est le feuille de slalom, donc ça va être une des deux petites ailes. Alors je sais plus, Julien, c'est 720 et en dessous c'est. Alors il y a 720, ça c'est la plus grande de slalom, ouais. La 90. Ensuite on a la 80 qui fait 640. Et puis en dessous les ailes pour du vent plus soutenu, on a la 70 qui fait 560 L et la toute petite que je vous ai montré tout à l'heure, la 60 qui fait 415. Donc clairement, le tirage de bourre entre potes, suivant le gabarit, ça va être soit la 720, soit la 620. Ça va se jouer entre ces deux-là. Les petits gabarits, peut-être la 700, et puis les petits gabarits, la 620. Donc en fait, tirage de bourre entre potes, le but, c'est de rester en l'air. Donc si le vent est un peu irrégulier, il faut quand même avoir un peu de portant. Ouais, c'est ça. Et puis, il faut savoir si dans le tirage de bourre, il y a des jives à faire ou pas, quoi. Auquel cas, il faudra peut-être choisir aussi un fuselage qui va permettre de jiver. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que le fuselage de 100 avec une aile médium, c'est parfait pour aller jouer à ça. Ouais, c'est clair. Tu vois, Roland aussi, il se pose la question du jibe. Eh oui. Non, mais clairement, et en fait, tu vois, Roland, je réponds tout à ta question. Il y a d'autres questions qui viennent avant, là, mais ce que je disais tout à l'heure, j'ai navigué cette semaine avec la 7.4 avec le fuselage de 100, l'aile de 70, et franchement, en jibe, c'est juste hallucinant. Alors, j'avais quand même une petite aile, 70, ça fait 560, avec le fuselage de 100, et c'était vraiment très, très, très stable au jibe. Donc, c'est franchement remarquable, quoi, les progrès qu'ils ont fait là sur. La dernière fois qu'on s'est vu, je pense, Roland, ça devait être il y a 4 ans. Donc, en 4 ans, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de progrès dans l'industrie. Là, c'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, Eric. Tu vas peut-être rebondir là-dessus sur les
les mesures que tu as faites, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais je pense que de manière générale, toutes marques confondues, vraiment, on a quand même beaucoup progressé, je crois. Ouais, alors c'est carrément étonnant même. Je dirais que je crois qu'on a commencé le foil il y a 5 ans maintenant, Julien, réellement. Et en 5 ans, c'est même plus une évolution, c'est une révolution. Il y a eu vraiment plusieurs générations de foil. Et moi, je me souviens encore des premiers vols qu'on a fait avec les Mako foil et les premiers Oru. On trouvait ça exceptionnel à l'époque. Et je pense que j'ai eu l'occasion l'année dernière de remonter sur un de ceux-là. C'est proprement innavigable aujourd'hui par rapport au niveau de standard qu'on s'est mis en termes de facilité, etc. Ces foils première génération, c'est complètement impossible. Enfin, moi, je le referais pas. Donc oui, il y a eu des grosses évolutions. Comme tu dis, moi, je me suis amusé à faire des mesures. Ça fait 5 ans que je mesure les raideurs en torsion et flexion des mains. Et on voit qu'une des évolutions de facilité qu'a apporté le matériel, ça vient aussi effectivement d'une évolution de la structure et des matériaux qui sont utilisés. Alors, vous entendez parler de M40J, T700, etc. Effectivement, les fabricants ont pris conscience que la rigidité des appendices, elle jouait énormément dans le contrôle et dans la facilité du foil. Et c'est vrai que de plus en plus, on se retrouve quand on est dans les foils un peu haut de gamme, avec des matériaux plutôt onéreux et plutôt très raides. Mais finalement, ce qui est à double tranchant, c'est que on pourrait se dire, voilà, ces foils à quasiment 2500 €, c'est des foils pour les compétiteurs de haut niveau. Et finalement, c'est pratiquement le foil qui est presque le plus facile d'accès pour quelqu'un qui a pas un gros niveau aussi. Et en fait, cette stabilité, tout le monde en bénéficie. Ouais. Donc, encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. On va avoir avec F4 cette année, on va avoir un foil de freeride à 1600 € avec un mât en M40J. C'est génial parce qu'en fait, c'est clairement apporter de la facilité à un tarif raisonnable entre guillemets à Monsieur Tout le Monde. Donc moi je remercie d'ores et déjà F4 de l'avoir fait. Et pour répondre à la question, alors c'est Nicolas Sogne qui posait la question. Ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir un pack avec freeride, slalom et race? Alors pour le moment, c'est pas encore le cas. Pour ceux qui sont déjà allés voir sur le site de F4, aujourd'hui il y a une proposition slalom, une proposition race. Et 2 packs, on va dire, il y a un race un peu plus complet, un slalom un peu plus complet. Donc aujourd'hui, il y a 4 produits qui sont à la vente sur le site. Ça, c'est un premier jet actuellement par rapport à la première livraison qui vient d'Asie. Le plan, et on en a beaucoup discuté avec la personne qui gère l'ensemble de F4 en Europe, ça s'appelle Memo. C'est effectivement de pouvoir proposer un montage entre guillemets à la carte à terme, avec la possibilité de composer le pack comme vous désirez. C'est clairement l'objectif. Nicolas, je vois tout à fait où tu veux en venir. Et moi, le premier, aujourd'hui, si je devais acheter un foil, j'achèterais les 3 ailes et les 3 fuselages avec mon mât pour pouvoir tout faire. Donc ça va. On peut peut-être lancer Chris sur le sujet d'ailleurs, parce qu'il est là. Je pense que c'est pas Chris qui va faire ça. Chris, je sais bien. Mais je pense qu'il est à fond là-dessus aussi. Je pense qu'il est sur la même longueur d'onde. C'est clair. Je pense que là, c'est juste une question de mise en place de la distribution qui prend quelques semaines en ce moment. Mais on sait qu'avec les problèmes de Covid, les problématiques de livraison depuis l'Asie sont assez pointues aussi. Mais voilà, c'est le temps que tout ça se mette en place. C'est la première année que F4 est en Europe. Donc, il faut leur laisser le temps de mettre tous les morceaux les uns derrière les autres. Mais c'est clairement l'objectif. Chris, just one objection, just one thing I wanted to ask you. What do you think about the evolution of the foils between the foils we had a few years ago, 3-4 years ago, and now what we have now? In general, everything what do you think? I mean, everything is much more refined and much more optimized. So all the fittings, the stiffness is always much better. I think we discovered early, high modulus carbon fiber, and so we made great use of some great materials. I think maybe other people are using similar kinds of stuff, and I think we continue to refine the design and make it modular so that riders have, in racing at least, have the most tuning options. But then like we have applied everything we learn in racing to all the other foils, and that's why
the free ride foils are so stable and comfortable, and why the wing foils are working well and all this. So, I think we learned early on from racing that it's the connections, it's the stiffness, it's the surface quality and things like that are super important. So, it's funny because some of the simplest things have taken years for us to figure out. I mean, the mass connection is one example. This is a critical piece. We've done a lot of engineering on this one, and the wing connections. It's we try to make as simple as possible to make them as the setup is repeatable and easy to make it all work. So yeah, I mean, does that answer the question? Also about the length of the fuselage, for example. Oh, you remember okay. on the first you remember this first foil we had a few years ago? Oh, With the maybe first one. I don't Yeah, we had remember a it was quite a short- 78 cm, something like this. Yeah. We And had now- quite a short one. Yeah, quite short. And yeah. now we are selling with mostly with 1 meter fuselage. And Yeah. so Yeah, okay, what do you okay. think about this evolution? Yeah. So you notice immediately the 1 meter. This makes the whole system so much more stable, and it makes it so you can use a big sail, and that's why the racers are all on the 9 meter, 10 meter sails. With the 78 fuselage, this wasn't really possible. So now we're moving I think it's two things. One is I think there's 120 was the maximum we could go, at least according to the class rules a couple years ago, and I think we get similar performance even down to maybe 110, maybe even 100, depending on the sail size. So we get good stability even with slightly shorter fuselage. So 115 we made. This is class limit for IQ foil. So we made this. And then we've done a lot of tuning in terms of the mass placement, which you'll see some of the riders out there not using the rear foot straps, and the wing is further forward, and that just gives you another level of optimization on going upwind and downwind. So I think that's kind of where we are at the moment. We've made the front wing this year a little smaller. Yes. So because the geometry is so powerful, we don't need quite as big of a front wing. Mm-hmm. And Julian, maybe share your story about racing with the super small 90, the 720 square centimeter 90. That one seemed to be working pretty well. Yeah, actually, this wing was. I thought this wing were small actually, because it was only 730, something like this square centimeter. Yeah. So I used the last year I used this wing as a slalom wing, but when I tried reaching with this wing, wow, I couldn't. I was flying too much, especially on the reach. I couldn't hold the board. So I said, Chris, look, we have too much power. And maybe it will be interesting to reduce maybe the power, or to find something to reduce, because for sure for me, I'm 80 kilos, so I'm not that small, but I couldn't hold the gear. And so that's why Chris said that, we decrease a little bit the surface. We decrease as well the thickness of the wings. And for sure now, I didn't try because I didn't receive yet the 90, but I just tried my first try with the 70. It's completely different, and the power that I had too much before. Now I can accelerate. I can have more acceleration during sailing, and the feeling is just amazing now. So it's good. So it's a good news. Because last year I was a bit afraid of this powerful. So, peut-être un petit peu en français. I'm gonna translate it a little bit in French. Juste une petite anecdote. L'année dernière, en fait, on avait sorti des foils de slalom avec Chris, et en fait, j'avais fait un test avec l'aile de 90, donc qui fait 730 cm². Donc moi, je m'étais dit, tiens, je vais essayer en slalom, donc au travers légèrement abattu. Et vraiment, j'arrivais pas à tenir l'aile, même en réduisant un maximum le stabilisateur.
j'avais même un angle positif au stade pour essayer vraiment de diminuer un minimum, enfin vraiment un maximum la puissance de l'aile. Et j'arrivais pas, quoi. Donc l'aile délivrait vraiment beaucoup de puissance. Et du coup, en fait, Chris expliquait que cette année, on avait vraiment cherché à réduire cette puissance des ailes, donc par différentes méthodes. Mais du coup, on arrive vraiment à avoir cette année, là j'ai essayé récemment, les 2 jours derniers, on arrive vraiment à avoir une aile qui à la fois porte, mais aussi qui traduit tout de suite par des accélérations et non pas par des montées de puissance. Donc ça, c'est vraiment super intéressant et c'est génial parce que pour des gabarits comme moi, je suis pas super gros, mais je suis pas non plus trop petit, je suis 80 kilos. C'est génial parce qu'on peut, on peut naviguer facilement et sans se faire de frayeur sur des allures de slalom, quoi. Donc je pense que ça, c'est vraiment un point important chez nous là. On a vraiment, je pense, progressé sur cet aspect-là en 2021. Voilà. Je crois qu'il y a pas mal de questions qui sont apparues. A lot of questions just appeared. Ouais. Maybe Eric. Je vais juste répondre à quelques-unes et puis tu reprendras le relais après. Yes. On nous demande, tous les mâts sont aussi rigides. Tous les mâts, alors pour le moment, on n'a pas eu 500 non plus. Mais oui, le concept chez F4 et avec les productions asiatiques maintenant, c'est que c'est une production industrielle et il y a une répétibilité. En fait, on sait très bien qui les produit, on sait ce qu'ils sont capables de faire en termes de rigidité. Et aujourd'hui, moi, j'en ai mesuré déjà 3 des mâts. Les 3 sont, c'est clair, c'est simple, en termes de rigidité en torsion, qui est la rigidité la plus importante, c'est celle qui joue le plus sur le contrôle. Pour le moment, c'est les 3 mâts les plus raides que j'ai mesurés sur l'ensemble du marché. C'est-à-dire qu'on a fait des mesures un peu des mâts de toutes les marques et c'est le plus raide qu'on a trouvé. Alors là, les 3 que j'ai mesurés, c'était des mâts qui étaient issus de productions différentes. C'était des prototypes en fait. Donc on n'avait pas les 3 les mêmes, mais on le savait. Hein. C'était des mâts qui avaient des épaisseurs différentes. Mais en l'occurrence, même le plus fin que j'ai mesuré il y a quelques jours, ça reste ça reste un des 3 mâts les plus raides de ce qu'on a mesuré pour le moment. Donc ça, c'est un choix de la marque, hein, clairement. À la fois dans le design du mât, dans le choix des matériaux qui sont dedans et je pense que c'est une stratégie d'avoir ce mât ultra raide et on a expliqué pourquoi tout à l'heure. Donc effectivement, là, je vais répondre du coup à la question qui va à côté, qu'on me posait sur la comparaison avec Phantom. C'est assez intéressant. Puis c'est des questions qu'on nous pose souvent au magasin. Effectivement, Phantom, je dirais que c'est quand on parle de foil de course, c'est la deuxième, c'est l'autre marque à laquelle on pense. Je ne dirais pas la deuxième parce que c'est eux qui ont le record aujourd'hui, donc on ne peut pas dire que c'est les deuxièmes, mais en tout cas, les F4 et Phantom, c'est les deux marques auxquelles tout le monde pense. Et clairement, ces 2 marques ont une stratégie un petit peu différente sur le positionnement de leurs produits, le design de leurs produits. Et je pense que chacun a sa raison de le faire et on ne peut pas leur donner tort en fait. Le F4, effectivement, ils vont plutôt mettre l'accent sur la rigidité et sur le contrôle. Donc, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Avec un mât qui est un petit peu plus épais, mais par contre, qui a une rigidité supérieure. Phantom, au contraire, ils vont travailler avec un mât un peu plus fin. Alors, un mât et des ailes, d'ailleurs, l'ensemble du produit est plus fin. Donc, forcément, pour des questions de mécanique évidentes, on n'arrive pas à avoir la même raideur comme ça. Donc, le mât est un peu plus souple et les ailes aussi. Et ça donne un feeling différent. Donc, on va avoir un mât, le système Phantom qui a plus de glisse, clairement, en feeling, en termes de sensation, en tout cas, on sent qu'il glisse plus. Phantom le F4 qui va avoir beaucoup plus de contrôle. Donc, après, c'est dire lequel est le meilleur, c'est impossible, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'en termes de perf, on est quasiment à équivalence. Et je pense qu'effectivement, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Aujourd'hui, on a quelqu'un comme Nicolas Goyard, qui est un athlète de très haut niveau, qui est ultra pointu en réglage, qui est ultra fort en navigation, qui est capable effectivement d'emmener son Phantom sur des runs à plus de 35 nœuds sur 500 mètres ou à 37 nœuds en Vmax. C'est complètement hallucinant. Moi, j'imagine même pas que ce soit possible. Mais effectivement, il a cette capacité à contrôler que peut-être nous, on n'aurait pas. Et c'est vrai que moi, si je prends mon cas personnel, je vais quasiment, on n'est pas du tout dans ces vitesses-là, qu'on soit bien d'accord, mais je vais quasiment à la même vitesse avec les deux, et l'un va m'apporter un peu plus de contrôle, je vais pouvoir mettre un peu plus de puissance dans mon gréement, et l'autre m'apporte un peu plus de glisse, donc j'ai moins besoin de puissance puisque je glisse. Et voilà, c'est 2 approches différentes. Je pense que ce qui va être super intéressant pour ceux qui se posent la question, c'est de monter sur les deux et de faire le test, parce que finalement, c'est une approche qui est assez personnelle.
Et peut-être que par rapport à vos habitudes de navigation, vous allez vous sentir mieux sur un système ou mieux sur l'autre. Mais c'est vraiment l'objectif, je pense que c'est de les tester. Alors, je rebondis du coup sur ce qu'on va faire cette année avec F4 en Europe. C'est quelque chose qu'on a pas mal élaboré et discuté ensemble. C'est que le système de distribution qu'il va y avoir en Europe, vous verrez, on le présentera dans les semaines à venir, mais il est un petit peu original, on va dire, par rapport à ce qui se fait habituellement dans les autres marques. Et il va s'appuyer, en tout cas, le pilier de ces systèmes-là, ça sera des parcs de tests qu'il y aura dans un certain nombre de magasins, en France notamment. Alors, on verra dans le reste du monde comment ça se passe, mais en France, ça sera comme ça. Et donc, on aura effectivement l'ensemble complet, la gamme complète F4 en test dans un certain nombre de magasins en France. Donc là, on vous a parlé donc les foils de race, les foils de wing, les foils de slalom avec toutes les ailes. Donc moi, je vous invite vraiment, pour ceux qui se posent ce type de questions, à pas en rester juste au on dit de Eric a dit ou Julien a dit ou Nicolas Goyard a dit, mais c'est de dire, voilà, c'est venir dans ces magasins-là, se faire prêter les foils complets et puis aller tester sur l'eau pour voir qu'est-ce que vous, en tant que pratiquant, vous ressentez et qu'est-ce qui va le plus vous plaire. Donc c'est vraiment, je pense qu'on fait l'effort aujourd'hui d'investir pas mal d'argent parce que je vous laisse imaginer le prix d'un parc de test quand on a toutes les ailes, tous les fuselages et tous les mâts, c'est assez conséquent. Donc les magasins vont faire l'effort d'investir là-dedans pour pouvoir vous permettre de les tester. Donc je pense que la bonne réponse à la question, c'est prenez votre voiture, venez dans les magasins, venez chercher le matériel de test et allez l'essayer sur l'eau pour vous faire votre propre idée et votre propre sensation. Alors, ouais, Eric, on a juste zappé une question par rapport à la vitesse Vmax de la 700. Malheureusement, j'avais pas ma montre l'autre jour, mais globalement, j'ai pas forcément cherché à faire de la Vmax. J'étais plutôt à chercher voir si j'étais confortable ou pas sur les allures de travers, donc j'étais pas du tout abattu. Et malgré tout, je pense que j'étais pas loin des 30 nœuds au travers, donc en 7.4, hein, donc il y avait 18, 22 nœuds, on va dire. Et en fait, ce que je dis tout à l'heure, hein, c'est que clairement, moi, ce qui m'a choqué, c'est la facilité d'utilisation. Ce que tu disais aussi tout à l'heure, Eric, hein, c'est aussi la capacité de pouvoir appuyer dans le matériel avec une voile qui, voilà, malgré les conditions de vent, permettent quand même d'appuyer sur la planche, sur le foil, pour délivrer un maximum de puissance. Et voilà, c'est un truc que je voulais vérifier, que j'ai testé. Et après, sur les Vmax, j'ai pas encore, on s'est pas encore, chez nous, en fait, on s'est pas encore vraiment pris la tête avec ça. Dans l'équipe, hein, il y a des grands noms qui vont arriver, hein, dans l'équipe. Hein. J'ai fait exprès de pas dévoiler ces personnes-là, mais d'ici quelques semaines, il y a des gens qui vont dire qu'ils sont dans l'équipe. Je vais pas donner la primeur de l'info parce que c'est pas moi de le faire. Mais vous allez voir qu'il y a des grands noms de la planche à voile qui vont se joindre à l'équipe F4 et c'est pas par hasard. Donc à partir du moment où ils vont venir, forcément on va aller se titiller au record de Nico Goya avec le fantôme, hein, forcément. Donc ça va être bien sympa. Voilà, Eric, je te laisse prendre la suite des questions. Je regarde en même temps aussi, hein, t'inquiète pas. Ça marche. Écoute, alors là, je vais pas répondre à une question, mais je vais juste expliquer en français une des réponses de Chris là concernant la vitesse et les records, parce que je suis impliqué, donc je peux en parler. Alors pour ceux qui ont suivi, il y a un projet qui s'appelle Zephyr, qui a été lancé il y a quelques mois, qui a pour objectif de tenter de battre le record absolu de vitesse à la voile. C'est un projet qui a été lancé par Marc Amerigo et Antoine Albo. Alors Marc, vous le connaissez pas, mais il est moins connu. Mais pour la petite histoire, Marc, c'est quelqu'un qui a mené le projet avec Eric Baron pour battre le record mondial de vitesse en VTT sur la piste de Vars en neige, et ils ont réussi. Donc c'est un spécialiste qu'on appelle de l'ultra performance. En fait, c'est quelqu'un qui monte des projets pour pulvériser des records ou en fait mettre en œuvre en fait des projets de ce type-là. Et donc ils se sont lancés avec Antoine sur ce nouveau challenge. Alors ça peut faire sourire en se disant on va battre les 66 nœuds actuels du record mondial de vitesse à la voile. C'est clairement l'objectif final, in fine. Par contre, en fait, le projet, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il va permettre de mettre pas mal de moyens techniques, humains et scientifiques sur la problématique de la planche à voile. Et en fait, l'idée de ce projet, c'est de
c'est de sortir du parfait empirisme qui nous anime aujourd'hui pour développer nos produits et venir vers quelque chose mettre en tout cas un peu de science là-dedans pour comprendre un peu mieux les phénomènes et pousser et faire un vrai gap, faire une vraie marche et aller plus loin. Donc dans ce projet-là, alors je citerai pas tous les partenaires du projet, mais je crois qu'on est plus de 40 à faire partie du projet. Il y a des ingénieurs, il y a des gens qui travaillent aujourd'hui sur l'America Cup, notamment le designer de Luna Rossa qui vient de gagner la Prada Cup, donc c'est le responsable technique du projet. Et parmi sur ce projet-là, on a effectivement du très beau monde et voilà, le partenaire technique foil, c'est F4. Donc c'est Chris en fait qui est chargé d'accompagner ce projet-là sur la partie foil. Donc on imagine que ça aura certainement des conséquences sur le développement des foils F4. Voilà pour la petite histoire. Yeah, Chris, if you want to speak to the English friends about this collaboration with the FIR project. Yeah, it's super interesting. Some of the guys are real leaders in their field. We have the lead designer, of course. Eric is on the team, and we're working to understand windsurf sail, the amount of power the sail can generate, and I think we already concluded foil, a lifting foil that is not viable as an option because. Primarily because stability and cavitation. So when cavitation occurs in the wings, it doesn't all happen at the same time. So you can't accurately predict where on the wing the cavitation will start. And as you start going faster, this stability becomes a real problem. So, however, there's Sail Rocket is instead of a lifting foil, it's actually pulls down. And they're using, cavitating, foil sections for that. And that's currently the state of the art. So I think with Zephyr, we're still exploring the options as far as the geometry of the boat, put it that way, that will be used. And there's a lot of activities going on all different topics. But for sure, the geometry that we're riding on for foils won't break the outright speed record, but certainly we can go pretty fast. And I think Antoine was 35 knots over, or close to 35 knots over a nautical mile, and that's with a foil that's very much like the 700 wing that Julian was describing. Now, looking at him accomplish that record, I think I can see his rear foot's not on the foot strap. He's unhooked. It's a little crazy. Of course, it's probably 50 knot winds, but so we have some I think improvements to do to push the speed record to 40 plus, which is where the kiteboard racers are at the moment. Okay, thanks, Chris. Yeah, it's very interesting, this project. As soon as you have any news, give us, because we don't have so much news about this project. So yeah, it's very interesting. It's interesting. We also hear a little bit about America's Cup activities and the design that they've incorporated for America's Cup and the materials, and it's incredibly interesting. The decisions that they've made, whether to go with lower speed sections versus higher speed sections, and the arms on the America's Cup boats are they have a steel core and carbon on the outside, and the types of connections they're using and all that. It's all important for what we're working on. So Chris, you have one question. Are you doing a ventilating foil or a super cavitating foil? So great question. So ventilation is one of the key things that we worry about, and we're always looking at profiles that are resistant to ventilation and wing shapes that either shed ventilation bubbles faster or are designed
with a geometry where they don't pierce the water as much. So ventilation is a key part of the overall design. Super cavitating foil, is the sections are wedge shaped, but to make those go fast, it really takes a lot more power than what we're generating with a windsurf sail. So we haven't come up with super cavitation foils that are better or faster than what we're doing, with the conventional foil profiles. Yeah. Eric, vas-y, je t'en prie, hein, traduis. Tout ce qui est technique, là, moi, j'ai un peu plus de mal là, sur la traduction anglaise. Ouais, alors Chris expliquait, il répondait à une question sur les foils, sur la ventilation et la supercavitation. C'est deux éléments qui sont assez différents, mais il expliquait que la ventilation, c'est le phénomène quand on a un profil qui traverse la surface libre, qu'on appelle donc la surface de l'eau. Si le profil a de l'incidence, il va créer comme tout profil une dépression d'un côté, une surpression de l'autre. Et la ventilation, c'est le phénomène qui va aspirer de l'air dans la poche de dépression. Et donc on va finalement avoir une poche qui va se remplir avec de l'air, qui vient descendre le long du profil. C'est ce qu'on appelle la ventilation. C'est un phénomène qui est, c'est exactement, en fait, vous le connaissez tous très bien, ça s'appelle le spin-out. Donc le spin-out, c'est de la ventilation. C'est pas, on entend parler de temps en temps de cavitation, c'est pas du tout de la cavitation. C'est effectivement le tapis de bulles d'air qui est sous la carène de la planche qui vient être aspiré dans la zone de dépression qu'il y a derrière l'aileron, et en venant boucher cette zone de dépression, en fait, elle fait tomber la portance, parce qu'en fait, on sait que la portance de l'aileron, elle est due à cette dépression. Donc, si en fait on enlève cette dépression, la portance tombe, et en fait, l'aileron il dérape. Donc, c'est exactement le phénomène du spin-out. Donc ça, c'est un phénomène qu'on connaît bien et qui, dans le monde du design des foils, est extrêmement important. Et en fait, on passe notre temps à travailler sur cette problématique-là, à la fois sur le profil des mâts, sur le profil de tout ce qui traverse en fait la surface libre. Alors là, on parlait des bateaux de l'America Cup tout à l'heure. Je ne sais pas si vous les avez regardés un petit peu sur les dernières courses, mais donc on a des foils. Alors, je me mets comme ça, des foils qui traversent en fait la surface libre, et évidemment, on a des problèmes de ventilation dès l'instant où ce profil qui traverse vient s'appuyer sur l'eau. Donc évidemment, dans le design des foils et des mat foils notamment, c'est un élément qui est super important et qui est pris en compte en permanence. La cavitation, c'est un phénomène qui est assez différent. C'est un phénomène en fait de vaporisation de l'eau à très basse pression. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que si on a un profil qui va très très vite dans l'eau, il va créer donc une surpression sur l'extra d'eau et une dépression sur l'intra d'eau. Et on peut se retrouver avec une dépression tellement forte qu'on va arriver dans une zone où on aura un changement d'état de l'eau. Donc on sait que l'eau, si l'eau elle bout à 100 degrés, hein, ça, tout le monde le sait, mais ça c'est quand on est à pression ambiante. Mais vous savez que si vous montez à 2000 mètres d'altitude, elle bout à 90 degrés. Si vous montez alors virtuellement à 10 000 mètres d'altitude, à un endroit où il n'y a quasiment plus de pression, et l'eau elle va bouillir à 2 degrés. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on se retrouve dans la mer et qu'on balance un profil à 50 nœuds, il va créer une telle dépression sous son extra d'eau qui va en fait amener des conditions, même si on est à 1 mètre sous l'eau avec une eau à 4 degrés, dans des conditions, en fait, on va vaporiser l'eau. L'eau, elle va se mettre à bouillir, et donc on va créer une poche, ce qu'on appelle une poche de cavitation. Donc en fait, on va avoir une bulle d'air qui se crée sous le profil, qui va venir remplir cette poche cette dépression et supprimer une partie de la portance. Donc en fait, la cavitation, c'est ce phénomène de vaporisation de l'eau à très basse pression. Et alors évidemment, pour le moment, aujourd'hui, dans les foils qu'on utilise, on n'a pas ce problème-là, parce que pour le moment, personne ne va à 60 nœuds avec un foil, mais c'est clairement une des questions qu'on se pose dans le cadre du projet Zephyr, puisqu'en fait, l'objectif est de dépasser les 60 nœuds, hein, et on sait très bien qu'en fait, à 60 nœuds, on a fatalement de la cavitation sur les profils. Donc l'industrie, alors parce qu'on n'est pas les seuls à s'intéresser à ces vitesses-là, le premier industriel qui s'est posé la question de la cavitation, c'est les gens qui font des hélices de sous-marins. Je ne vous explique pas pourquoi, mais évidemment,
eux, ils appuient sur l'eau assez fort, ils propulsent des engins énormes sous l'eau avec des très, très fortes pressions. Et ils ont ce problème-là. Donc, en fait, ça fait des années qu'ils réfléchissent à ces problèmes de cavitation. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait quand même avoir des profils qui cavitent, mais pour qu'ils continuent à être porteurs et à fonctionner, ils ont besoin, c'est des profils très particuliers qui entretiennent la cavitation, mais de façon à ce qu'elle soit positive et plus qu'elle casse la portance. Donc, c'est ce qu'on appelle les profils super cavitants. Donc, c'est des profils spécifiques qui sont faits pour fonctionner dans cette zone un peu particulière de la navigation. On n'en est pas là pour le moment, mais c'est des réflexions effectivement qui se posent quand on veut adresser ce type de vitesse. Voilà un peu l'explication de ce que c'est qu'un profil super cavitant sans rentrer dans plus de détails. Ouais, merci Eric, c'est super complet. Super complet entre ton intervention et celle de Chris. Là, je pense qu'on a apporté pas mal d'éléments qui allaient même bien au-delà de ce qu'on a présenté tout à l'heure. Donc, c'est génial d'aller plus loin. Et ça a répondu aussi à la question peut-être en partie je sais plus, il y a quelqu'un qui a posé la question du futur hein, de F4. Donc, on a parlé un peu. Hein. Je pense que clairement, ce projet-là de Zephyr, qu'on le veuille ou non, il va forcément apporter une plus-value au développement de la ligne de production F4 dans les années à venir. Donc, pour ça, on est super intéressés et c'est pour ça qu'on vous parle de ça ce soir, hein, du projet Zephyr. C'est tout simplement pour vous donner une vision de ce qu'on risque de connaître dans quelques années. Et on est super excités de voir ce que ça va donner. Donc, c'est génial, quoi. Moi, je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner. Donc, voilà, écoutez, je crois que l'heure tourne, il est déjà 20h10. Il est temps, je pense, s'il n'y a pas d'autres questions, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions qui soient arrivées entre-temps. Je voulais sincèrement vous remercier tous pour votre participation. Juste une petite information importante quand même. Si vous voulez d'autres informations tarifaires sur la production, les disponibilités, etc. des produits, n'hésitez pas à aller visiter le site f4foils.com. Voilà, il est en ligne. Vous allez voir, hein, si vous cliquez sur des produits, vous allez voir tout de suite les disponibilités en stock, puisque du coup, je ne l'ai pas précisé en début d'intervention, mais il y a un stock qui est sur la Bulgarie, donc en Europe. Donc proche de nous, donc c'est assez facilement livrable pour nous sur notre territoire français, donc c'est quelque chose de top, vraiment de super bien. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site, sur le site F4. Il y a quand même pas mal d'indications. Il y a d'autres produits qui vont arriver, hein. Chris en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais il y a d'autres produits qui vont arriver d'ici quelques mois, d'ici quelques semaines. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup. Thanks a lot, guys, and friends, English friends, for coming and for listening us a little bit and for your questions as well. It was very pleasant to share our line products and our experience. So, Chris, thanks a lot for sharing your experience as well. Thanks, Eric and Chris, both for the good job you did tonight. So see you and see you next time. I don't know when, but it will be interesting maybe to share the same maybe the same video for the next production. I don't know. Let's hope. Let's hope we can organize something in real. But finally, it's maybe easier to share like this with the distance, to share a video, to share the visions of the development and the research and development. So yeah, it will be interesting. So thanks. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Eric, merci Chris pour votre participation. Et puis à bientôt. Ciao guys.